Le plan, donc 10 illusions et 3 grands chapitres. Premier chapitre, les illusions économiques de l'Union européenne, enfin première partie. Deuxième partie, les illusions économiques de l'euro. Et la troisième partie, les illusions économiques du libre-échange. Sur les illusions économiques de l'Union européenne, un des grands lieux communs, on entend l'Union européenne qui financerait des projets en France, l'Union européenne qui amènerait une convergence sociale et fiscale, le fait que l'État aurait encore des marges de manœuvre, ça on l'entend constamment. Oui, certes, vous êtes dans l'Union européenne, mais en fait, l'État peut faire plein de choses, c'est pas vraiment une contrainte. On va le voir. Et le quatrième chapitre de cette partie, l'Union européenne qui protégerait des marchés concurrents et du reste du monde. Donc l'Union européenne qui financerait les projets en France. On voit des pubs un petit peu partout à chaque fois. L'Union européenne s'engage, l'Union européenne finance telle coopérative agricole, tel agriculteur. L'Union européenne finance, l'Union européenne finance. Ce qui est assez dingue et qu'il faut savoir avant d'aller plus loin dans le sujet, c'est que quand vous recevez une aide européenne, c'est écrit noir sur blanc, vous êtes obligé de faire une mention Union européenne avec un énorme drapeau dedans, même si l'Union européenne, entre guillemets, l'Union européenne finance que 1% du projet, vous allez avoir un drapeau de l'Union européenne énorme. J'étais il y a peu de temps à la gare TGV Besançon-Franche-Comté. L'Union européenne a dû mettre quelques pourcents dedans, vous avez un énorme drapeau européen sur le pylône, comme si l'Union européenne avait financé l'intégralité du projet. C'est assez délirant. Et on entend beaucoup de gens, là c'était François Hollande, au moment du sort de l'agriculture, qui disait « Les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE, mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs. » C'est l'idée, et on entend souvent ça au niveau de l'agriculture, que sans l'Union européenne, les agriculteurs ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Et il parle entre autres de la garantie sur les prix. L'ironie du sort, c'est que c'était en 2015, et quelques semaines après, l'Union européenne avait fait sauter justement les garanties de prix sur le lait, ce qui a mis toute la filière laitière dans le dépôt de bilan, mais François Hollande disait ça. La réalité, quelle est telle, c'est que l'Union européenne et les fonds dits européens, ce n'est pas de l'argent européen, c'est de l'argent français. Pourquoi l'Union européenne ne crée absolument aucune richesse et ne crée rien? En fait, le budget de l'Union européenne, c'est le budget des États membres de l'Union européenne. Et donc vous avez, dans ce schéma-là, des États qui vont donner plus, il y a de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, et vous avez des États, au contraire, qui reçoivent beaucoup d'argent. Au milieu, il y a juste des députés européens, des fonctionnaires européens aussi, qui sont grassement payés et qui ponctionnent sur la bête avant d'avoir les redistributions par État. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'était les chiffres de 2012. En 2012, la France, grosso modo, donnait 20 milliards d'euros à l'Union européenne, qui lui en restituait 13. Donc ça veut dire qu'on perdait 7 milliards d'euros dans l'affaire. Donc non seulement c'est de l'argent français, les fonds européens, mais en plus, on se fait piquer de l'argent au passage. Vous voyez que la Pologne, par exemple, c'est le contraire, donne 3,5 milliards et reçoit 15,7. On se demande d'ailleurs pourquoi la Pologne reçoit autant. Je ne sais pas si c'est par rapport à son zèle au niveau de l'OTAN qui sont privilégiés, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai des chiffres un petit peu plus actualisés de la contribution française. C'est les chiffres de 2007. Vous pouvez retrouver ça sur des rapports du Sénat ou au budget de l'Union européenne. En 2016, la France donnait 20,5 milliards à l'Union européenne, qui lui en a restitué 11. Ça veut dire qu'on perdait 9 milliards d'euros par an. Pour vous rendre compte de l'escroquerie, ce schéma-là, quand on vous dit c'est l'Union européenne qui finance, c'est un peu comme si vous, madame, vous me donniez un billet de 500 euros, on va voir ça très beau, et je vous rends 300 euros, et en plus, avec les 300 euros, je vous dis, vous devez faire ça, 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 parce que vous n'avez même pas le libre usage des fonds. C'est l'Union européenne qui va décider pour vous ce que vous devez faire de votre argent. Et en fait, vous devriez me dire merci. C'est ça, les fonds européens. Concrètement, ça marche exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle un vol. Donc, quand on sera sorti de l'Union européenne, non seulement les 11,3 milliards d'euros que les projets européens, on les aura, sauf qu'on en aura la libre utilisation, on pourra faire ce qu'on veut de cet argent-là, et il nous restera en plus 9 milliards d'euros. C'est 25 millions d'euros par jour qu'on donne en pure perte à l'Union européenne. Donc ça a un coût. C'est d'autant plus un coût que vous savez qu'en ce moment, on a des européistes fanatiques
à la tête du gouvernement, et qu'en plus, il va y avoir le Brexit. Qui dit Brexit, vous avez pu le voir dans les slides précédentes, c'est un contributeur net de l'Union européenne, donc ne serait-ce que pour garder le même budget, il va falloir mettre la main au pot, et qui met la main au pot, ce sont les autres contributeurs nets. Donc c'est la France. Et ils sont d'autant plus fanatiques que non seulement ils veulent garder le budget de l'Union européenne malgré le départ du Royaume-Uni, mais ils veulent en plus l'augmenter. Ça a déjà été voté dans les projets de loi à finances et les projections qui ont été faites par le gouvernement dans le PLF 2018, plus 3 milliards d'euros en 2019, plus 4 milliards d'euros en 2020. Ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Je vous parlais du déficit fiscal, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais vous avez d'autres coûts de l'Union européenne dont on parle beaucoup moins. Vous avez notamment tout ce qui est cofinancement et condamnation pécuniaire, ça c'est 5 milliards d'euros par an. Condamnation pécuniaire, typiquement, c'est quand la France, qui était récalcitrante, a appliqué la directive OGM, on prenait des amendes de plusieurs millions d'euros par jour, tant que ce n'était pas fait. Ça c'est aussi une petite dédicace pour tous les pseudo-révolutionnaires de la désobéissance type Mélenchon. Si vous n'obéissez pas à l'Union européenne, vous êtes condamné par la Cour de justice de l'Union européenne et vous devez payer les amendes. Donc le côté on va désobéir, etc. Si vous désobéissez et que vous sortez, ils ne vont pas aller vous chercher, mais prétendre désobéir tout en restant dans l'Union européenne, c'est complètement absurde. C'est d'autant plus absurde quand vous dites que vous voulez faire une autre Europe, puisque en fait vous faites un bras d'honneur à vos partenaires européens. Vous leur dites, vous faites des bras d'honneur, mais je reste là. À part mal terminer, repousser l'échéance et de toute façon terminer par sortir en ayant payé des amendes entre-temps, en s'étant embrouillé avec tous les partenaires, je vois pas trop l'intérêt. Et tout ce qui est cofinancement, vous avez des projets chaque année. Typiquement, vous savez qu'il y a un accord de l'Union européenne avec la Turquie dans le cadre de ce qu'on appelle les migrants. Ça coûte 300 millions d'euros, exactement, ça coûte 300 millions d'euros par an à la France, cet accord avec la Turquie, pour que la Turquie, en gros, ait des camps et garde les migrants chez eux pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Ça, c'est typiquement des cofinancements qu'on va avoir. Vous avez d'autres projets qui sont hors budget de l'Union européenne et qui sont payés par les États membres. Mais vous avez aussi, et ça c'est assez colossal, tout le coût d'application des normes. Vous savez qu'il y a une armée de fonctionnaires européens, il faut bien justifier leur salaire, et ces gens-là pondent des normes et des normes tous les jours. Et quand vous faites des normes, vous avez forcément un coût d'application, puisque si vous avez les moyens en interne, déjà vous devez détacher des gens pour qu'ils s'occupent de mettre en place cette norme. Quand vous n'avez pas les moyens, vous devez faire appel à des cabinets de consultants ou autres, donc ça coûte là aussi un argent de dingue. Et il a été estimé, c'est notamment le livre de Christophe Baudouin, Ce que nous goûte l'Europe. Au niveau de la France, le coût d'application des normes européennes pour l'économie, c'est 9 milliards d'euros, 8,7 exactement, pour les administrations publiques, et c'est 30 milliards d'euros pour les entreprises privées. Le coût d'application des normes pour les entreprises privées, c'est 30 milliards d'euros par an. C'était d'ailleurs un des arguments phares pour le Brexit. Vous savez que les Anglais sont très libéraux, et eux disaient que de toute façon c'est complètement technocratique, l'Union européenne, c'est une armée de bureaucrates, et cette application des normes, ça nous coûte là aussi un pognon de dingue, comme ils disent. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que dans le cas de la France, vous savez qu'il y a 97% des entreprises, PME, TPE, qui n'exportent pas. Ils n'opèrent que sur le territoire national. Donc vous allez appliquer des normes européennes pour toutes les PME, TPE qui ne vont jamais exporter. Ça n'a aucun sens puisque les normes françaises seraient bien suffisantes pour elles. Ils ne cherchent pas à exporter. Et c'est d'autant plus absurde quand on vous dit non mais c'est très pratique, etc. Mais toutes les grandes multinationales, quand elles exportent en Corée, elles se mettent aux normes coréennes. Quand elles exportent aux États-Unis, elles se mettent aux normes américaines. Toutes les grandes multinationales et toutes les entreprises qui ont l'habitude d'exporter, certes il y a une petite période de transition, mais elles seront très bien demain en cas de sortie. Elles continueront à exporter aux normes européennes pour les produits qui doivent aller sur le marché européen. Donc au total, ça nous coûte 53 milliards d'euros par an.
c'est 145 millions d'euros par jour. Peu de choses près, comme on est à Paris, on n'est pas très loin des transferts de Neymar, Mbappé, donc c'est un par jour. Et ça, c'est pour vous illustrer l'inflation normative de l'UE. Vous voyez que dans les années 60, l'époque générale de Gaulle, l'Union européenne, ce qui était à l'époque la communauté économique européenne, pondait très peu de normes. De toute façon, l'Union européenne de l'époque avait très peu de compétences mais ne s'étendait pas, et c'était les États qui gardaient la main. On voit que maintenant, ils légifèrent sur de nombreux sujets et on a une inflation normative, donc ça coûte de plus en plus d'argent. Pour l'utilisation du budget de l'UE, j'ai quelques exemples assez croustillants. L'UE avait dépensé, par exemple, vous savez qu'il y a une Cour des comptes de l'Union européenne, à la manière de la Cour des comptes nationale, et ils avaient dépensé 7 milliards d'euros par erreur. C'est la contribution nette de la France en 2012. Comme ça, 7 milliards, je sais pas. Ça veut bien gérer leur budget, quoi. J'ai égaré 7 milliards. Je sais pas ce que j'ai fait. Et bien sûr, vous savez, la Banque Centrale Européenne qui exige tous les États, les Grecs, etc. Il faut faire des efforts, il faut serrer la ceinture, vous êtes des fainéants. Eux, ils se sont fait une nouvelle tour au niveau de la BCE. Budget initial, 800 millions d'euros. Coût final, 1,3 milliard, là aussi des grands gestionnaires. Et Jean-Claude Juncker et Federica Mogherini, donc c'est le président de la Commission et la représentante, la commissaire des Affaires étrangères de l'Union européenne, au niveau des frais de déplacement, entre janvier et février 2016, 500 000 euros. Donc quand vous avez tout ça en tête sur le coût de l'Union européenne, on vous dit souvent, oui, si vous sortez, ça va être la catastrophe, ça va coûter cher, mais c'est aujourd'hui que ça nous coûte de l'argent, l'Union européenne. On peut faire des projets de la peur, comme ils ont fait au Royaume-Uni, en disant que la Terre va arrêter de tourner et les météorites vont s'abattre sur Londres. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et la réalité, c'est les faits à l'heure actuelle, c'est que c'est l'Union européenne qui est la catastrophe et l'Union européenne qui nous coûte de l'argent. Donc pourquoi vous avez de nombreux partis, et quasiment tous les partis politiques, qui défendent l'Union européenne, et ils vous disent tous que l'Union européenne, c'est formidable, c'est que vous avez des gens qui sont grassement payés. Un député européen, ça touche 154 000 euros par an. Là, vous voyez Nadine Morano, par exemple. Pourquoi ? Parce que vous touchez à peu près 8 000 euros bruts par mois, et vous avez en plus une enveloppe de 4 000 euros qui est soi-disant pour des usages de téléphone, ordinateur, enfin, il faut y aller pour utiliser 4 000 euros net par mois. Et le plus dingue, c'est que dans cette enveloppe, c'est que si jamais vous ne l'avez pas utilisé, bah, l'argent vous revient. Donc autant pas prendre de téléphone puis garder les 4 000 euros. Commissaire européen Pierre Moscovici, 320 000 euros. On comprend qu'il soit allé à la Commission et qu'il trouve maintenant formidable tout ce que fait l'Union européenne. Je rappelle que Pierre Moscovici est soi-disant socialiste. Ça se voit. Les vice-présidents, il y en a 7. Un petit peu l'armée mexicaine, il en faut. Donc vice-président, c'est mieux, parce que c'est mieux payé. Là, c'est 364 000 euros. Pas mal. Président de la Commission et du Conseil, c'est 392 000 euros par mois. J'ai pas résisté de vous mettre les anciens, ça c'est les nouveaux, M. Juncker et M. Tusk. Avant, vous avez M. Van Rompuy, donc vous savez, Nigel Farage disait qu'il avait le charisme d'un guichetier. Et José Manuel Barroso, qui lui, après sa pige à la Commission, est allé travailler chez Goldman Sachs. Tranquille. Président de la BCE, c'est mieux. Mario Draghi, 400 000 euros. Et le président de la République française, dans tout ça, 182 000 euros par an. Donc je comprends Pierre Moscovici. Pourquoi s'embêter à vouloir briller à la plus haute fonction, autant être commissaire européen, c'est mieux payé, en plus c'est eux qui décident. Donc c'est tout bénef.